Franck Alizio est donc avec nous. Vous êtes député du Rassemblement national des Bouches-du-Rhône, mais je lis, et peut-être est-ce faut se méfier aujourd'hui de ce qu'on lit, mais je vois que l'équipe locale qui serait animée par Émeric Durox vient d'ouvrir une antenne départementale du Rassemblement pour reconstruire RPR, dont... Rassemblement pour la République même, parce que Rassemblement pour reconstruire, c'est un slogan. Le nom du parti, c'est le RPR, c'est le Rassemblement pour la République. Que vous auriez fondé. Tout à fait. Il y a un an de ça, on a refondé avec le maire de Marignane, d'ailleurs, qui lui est d'hiver droite, pour bien montrer qu'on est dans une forme de trait d'union de tous ceux qui, comme on le dit, croient en la France, veulent tourner la page du macronisme et veulent faire barrage à l'extrême gauche, et bien que tous ceux qui sont dans cet état d'esprit se retrouvent dans une forme de parti mouvement, on va dire, souple. Mais vous êtes déjà vous êtes dans deux partis. Double appartenance. On a le droit à la double appartenance. Donc vous êtes à la fois. Moi, je suis à la fois Rassemblement national et RPR. Mais personne. Alors, c'est-à-dire que vous avez repris ce nom qui était dans le. Comment on dit dans le public. Je sais pas l'expression qu'on utilise. Dans le domaine public. Dans le domaine public. Le RPR, et vous avez repris le nom du RPR. Et personne ne vous a rien dit. Ben non, parce qu'il est dans le domaine public et que donc à partir de là. Et ça s'appelle le Rassemblement pour la République, comme jadis. La République, tout à fait. J'en suis le coprésident avec le maire de Marignane, Éric Ledissès, qui est d'hiver droite. Mais Marine Le Pen, elle ne vous dit rien. Mais Marine Le Pen m'a encouragé, évidemment, que c'est avec le feu vert de Marine et Jordan, sinon je ne l'aurais pas fait. Mais c'est quand même curieux d'être dans deux mouvements ou dans deux partis. Pourquoi? Non, la double appartenance, ça. Mais quelle est la différence entre l'un et l'autre? Le RPR est un trait d'union avec tous ceux qui, je vous le dis, tous ceux qui croient en la France, tous ceux qui sont d'accord avec, grosso modo, le RN, mais sans vouloir appartenir à un parti en bonne et due forme. Par exemple, le maire de Marignane, c'est un indépendant. Il a toujours été indépendant. Mais oui, mais là, c'est aussi un parti, le RPR. Non, c'est un mouvement, c'est plus souple. C'est un mouvement, c'est un trait d'union entre tous ceux qui... Et c'est un mouvement, c'est plus souple. C'est allié, oui. Un mouvement, c'est plus souple. Et en quoi c'est plus souple? Ça m'intéresse, là. Parce que quelle est la différence entre un mouvement et un parti? Vous pouvez garder votre appartenance politique d'origine. Par exemple, si un LR demain veut venir et adhérer au RPR, il le peut. Un d'hiver droite, mais il restera indépendant. Un Reconquête, il le peut aussi. Un RN, comme moi, il le peut également. L'idée, c'est d'avoir un parti allié pour élargir la future majorité. Alors parlons de dimanche. Et j'ai besoin de votre expertise. Est-ce qu'on sait combien de duels il y aura RN contre soit LFI, soit LR, soit une autre formation? Combien? Alors j'ai pas les chiffres, je les ai pas en tête. Je les ai vus hier, mais je les ai pas en tête. Mais en gros, il y a beaucoup de duels. Nouveau Front Populaire, Rassemblement National. Également beaucoup, mais un petit peu moins ensemble, Rassemblement National. Et ensuite une cinquantaine de duels. Quelle est votre expertise? Comment vous voyez les choses alors que je vois des sondages, notamment ces sondages qui a été proposé ces dernières heures, qui met le Rassemblement national un peu plus bas en termes de sièges, le nombre de désistements, le désistement ferait perdre entre 40 et 50 sièges. Est-ce une réalité? J'imagine que vos équipes ont travaillé. Je ne suis pas sondeur, donc je n'arrive pas. Et moi, j'ai toujours beaucoup de réserves par rapport aux sondages d'entre-deux tours à des législatives, parce qu'il faudrait faire 577 sondages, par définition, puisque c'est chaque député qui va compter, et dans chaque circonscription, c'est une situation bien particulière. Donc, moi, la seule expertise que je peux avoir, c'est celle du terrain. Voilà. Depuis 10 jours, là, je suis remonté parce que je viens d'être réélu et je remercie mes électeurs. Mais depuis 10 jours, j'étais en immersion totale et je suis en immersion toute l'année parce que je fais en sorte de faire le maximum de terrain. Je ne peux pas imaginer, vu ce que j'ai entendu sur le terrain, en particulier dans ma circonscription, qui est un petit peu, qui représente, parce que j'ai des communes plutôt bourgeoises et j'ai des communes très populaires. Dans les deux types de communes, il y avait un véritable ras-le-bol. Dans les deux types de communes, il y avait une envie d'alternance, de tourner la page. Je ne vois pas comment un état d'esprit peut se modifier, vous voyez ce que je veux dire, entre l'avant-premier tour et vous, c'est une circonscription, mais vous avez été élu en même temps au premier tour, donc c'est une circonscription particulière. Alors, selon une étude Toluna Harris Interactive, le RN pourrait obtenir entre 190 et 220 sièges, ce qui est quand même pas du tout la même chose. Là, vous êtes très loin de la majorité absolue et je pense que ça vous met dans une position plus compliquée. Le nouveau Front Populaire aurait entre 159 et 183. Et le camp présidentiel entre 110 et 135. Donc le jeu des désistements, près de 210. Il y a une tension maximale donc avant ce second tour. Pour cette raison,
Bon, là où vous avez raison, c'est que c'est très difficile. Lors de la dernière élection législative, je crois que... C'est ce que j'allais vous dire. Vous étiez annoncé avec 30 sièges et vous en avez eu 88. On n'a pas l'expertise, mais on a l'expérience. Bon. Et l'expérience de 2022, c'est ça. À 35 la veille, sièges 40. À la veille du... Et encore, c'était la fourchette moyenne, ça devait être 35. Le dernier sondage, la veille du second tour, nous donnait à un point moyen de 35. On en a fait 89. Donc à partir de là, moi je suis plus que jamais prudent et j'ai confiance dans les Français. J'ai bien le sentiment qu'ils en ont marre. Ça fait 40 ans qu'on leur dit votez pour un tel, on se retire. Bon. Ils ont bien compris que c'était combine les désistements. Je suis d'accord avec vous, mais ce qui est frappant dans cette semaine, il y a 10,5 millions de gens qui ont voté pour le Rassemblement national. Il n'y a pas une personnalité, pas une célébrité qui s'affiche à côté de vous. C'est-à-dire que tout ce que l'espace médiatique, culturel, sportif, journalistique, politique, etc., tout ce qu'on pourrait appeler le système, même si ce mot, évidemment, c'est difficile de le définir, comment vous expliquez et que tout ce système soit contre vous, contre le Rassemblement national, au point où on imagine une coalition avec des gens qui, a priori, n'ont pas grand-chose à faire les uns les autres, mais qui pourraient gouverner à votre place? Vous avez raison, c'est le principe d'une petite élite. Mais c'est pas une petite élite là. Ça va au-delà. 90% de ces gens sont enfermés à Paris, à Saint-Germain-des-Prés. Mais non. Ce sont des multimillionnaires, vous le savez comme moi. Alors là, je partage pas votre avis. Les journalistes, ils sont pas à Saint-Germain-des-Prés. Et au contraire, c'est une nouvelle classe prolétarisée bien souvent, les journalistes. Les journalistes de 20 minutes qui demandent une clarification, ou plus exactement une prise de position du journal 20 minutes contre l'extrême droite, c'est des journalistes, c'est pas des gens aisés. Dans les écoles, et pareil dans les universités, c'est pas des gens aisés, les universitaires, les intellectuels, ils sont pas à Saint-Germain-des-Prés. Je vais pas sortir à Bourdieu, mais vous savez bien qu'un capital économique, un capital culturel, il y a un conformisme culturel dans les écoles de journalisme comme à Sciences Po. À chaque fois qu'on fait un sondage juste avant une élection présidentielle, il y a 90% pour la gauche, 0% ou 1% pour la dernière fois c'était RN et Reconquête, et vaguement 5% pour la droite. Vous voyez bien que ce n'est pas le représentatif de la France. Non, mais je vous pose la question, pourquoi ça perdure ? Pourquoi tous les intellectuels ? Pourquoi l'université ? Pourquoi les journalistes ? Ça, c'est une bonne question. Parce qu'il y a une bien-pensance, et lorsqu'il y en a un qui fait un tout petit geste, on a l'impression que c'est une révolution. À la veille du premier tour, il y a eu deux expressions un petit peu différentes. Je vous les cite parce que je les ai en tête, il y en aurait peut-être d'autres. L'ancien ministre des Sports, qui était un pilier du RPR, qui était Guy Drut. Voilà. Sortie courageuse. Une autre sortie, plus en retenue, mais il faut la saluer parce que ça vient quand même pas de n'importe qui, ça vient d'un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui a, lui, fait un choix en disant le pire danger, c'est l'extrême gauche. Il a hiérarchisé. C'est déjà courageux de la part d'un ancien président de la République. Vous voyez que les choses bougent quand même. Il y a quelques pionniers, quelques courageux. Il est 12h13, on va marquer une pause. Vous sentez comme un militant ou comme un député d'extrême droite? Non, évidemment. Moi, je n'ai pas changé depuis que j'étais au RPR puis à l'UMP. Je suis resté le même. Bon, vous êtes engagé en politique depuis combien de temps? Oula, depuis 2000, donc depuis presque 25 ans, ça me vieillit. Bon, et vous avez connu évidemment Nicolas Sarkozy et l'UMP à ce moment-là. Je vois des grands gestes dans la régie. Qu'est-ce qui se passe, messieurs? C'est l'heure de remplir les caisses. On n'est pas à 20 secondes près, quand même. Mais ça fait à peu près 5 minutes qu'on vous dit pub. Ah oui, non mais attendez, monsieur. D'abord, quand vous me parlez, levez-vous. Ah non, là je reste assis aujourd'hui. Franchement, s'il vous plaît, levez-vous. Là, je vois que votre nez qui est au-dessus de la régie. Je ne me lèverai pas aujourd'hui. Bon, et si on pouvait mettre un peu de légèreté dans cette émission. C'est impossible là. Attendez. C'est impossible. Bah si, pourtant, les auditeurs aiment une sorte de légèreté. C'est pour ça qu'aussi ils nous écoutent. Et de plus en plus nombreux. À tout de suite. Et pour poser vos questions à notre invité Franck Alizio, 01 80 20 39 21. Pascal Prévost, c'est de 11h à 13h sur Europe 1. Exactement, nous sommes avec Roland parce que le principe, monsieur Alizio, c'est de pouvoir échanger avec les auditeurs. Et depuis à midi, que ce soit monsieur Desfontaines, madame Seban ou vous maintenant, monsieur Alizio, vous êtes soumis à cette règle qui est d'ailleurs intéressante et sympathique et puis que vous connaissez parce que des auditeurs, des électeurs, vous en rencontrez sur le terrain matin, midi et soir. Roland, vous nous appelez d'où, Roland? Bonjour. Bonjour Pascal Pro, je vous appelle de Saint-Étienne, dans le département de la Loire. Saint-Étienne 42.
Exactement, Pascal. Bon, et évidemment, vous êtes un fan de foot peut-être ? Ah bah, bien sûr que oui, et je pense que vous le savez, on est très heureux de la montée en Ligue 1. Ah oui, c'est vrai que Saint-Étienne retrouve la Ligue 1. Quel âge vous avez, Roland ? 28 ans. Vous appelez Roland et vous avez 28 ans ? Eh oui, alors exactement. Il n'y en avait pas beaucoup dans votre classe, des Roland, j'imagine, parce que Non, j'étais le seul, mais c'était une volonté de mes parents. Mais c'est un joli prénom, Roland. Bah, merci. Mais c'était la volonté de mes parents de me donner un prénom... un prénom français, culturel, voilà. Oui, mais Roland de Roncevaux. Mais c'est vrai que dans votre génération, des Roland, il n'y en a pas beaucoup. Bon, vous êtes un électeur de quel parti, si j'ose dire, de quelle sensibilité politique ? Moi, ma sensibilité politique était à droite, mais j'ai pu me reconnaître dans la Macronie, mais jusqu'à dernièrement, quoi. Et là, au premier tour, l'autre jour, vous avez voté pour qui ? Moi, j'ai voté pour Quentin Bataillon, qui était le député sortant. De la majorité présidentielle. De la majorité présidentielle, sur la deuxième circonscription. Et qui a été, je crois, éliminé. Alors, il n'a pas été éliminé, il a été en triangulaire, mais il s'est désisté. Voilà, il s'est désisté. Alors, le choix dans votre... Ça, c'est intéressant. Le choix dans votre circonscription, il sera entre qui et qui ? Eh bien, ça sera le duel Nouveau Front Populaire au Rassemblement National. Alors ça, c'est intéressant parce que ça fait partie des nombreux duels nouveaux qui vont être présents ce dimanche. Est-ce que vous savez pour qui vous votez ? Pas du tout. Mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que je ne voterai pas Nouveau Front Populaire. Ah bon ? Alors là, je regarde les résultats du premier tour dans votre circonscription. Oui, je les ai devant moi aussi. Le Rassemblement National a fait... le Rassemblement National a fait combien ? Le Rassemblement National a fait 31 points. 31 points. Monsieur Bataillon avait fait 23 points. Donc il se retire. Et donc vous avez le Front de gauche, l'Union de la gauche, qui avait fait 40 poins. Donc, a priori, ça va être quand même l'union de la gauche, je pense, qui va gagner, parce que je ne sais pas d'ailleurs comment vous analysez, ça va être intéressant de connaître l'analyse de M. Alizio, lorsque dans une circonscription, on a un candidat de gauche qui fait 40%, 40%, un Rassemblement National à 31%. 31%. Et qu'on a Quentin Bataillon qui faisait 23%. 23%. On peut dire quand même que le candidat de gauche part avec un avantage certain ou pas ? Oui, même si, pour être honnête, je vous donne un contre-argument. J'ai 2 circonscriptions dans les Bouches-du-Rhône. Je suis le patron du RN dans les Bouches-du-Rhône. J'ai 2 circonscriptions qui, en 2022, il y avait des seconds tours LFI, donc gauche, NUPES à l'époque, NUPES et RN, dans des circonscriptions pas faciles pour nous, notamment la 9e circonscription, la Ciotat, Aubagne. Et on a gagné avec 60% des voix. Et il y avait un versement de tendance comme ça ? Parce que alors je ne sais plus exactement le premier tour, mais les électeurs du candidat macroniste au second tour, entre NUPES et le RN, ils ont choisi le RN parce qu'ils trouvaient ça plus sérieux, plus raisonnable, plus dans l'intérêt du pays. Roland, vous dites vous n'irez pas pour voter. Alors je vais quand même. Est-ce que j'ai le droit de citer les noms de cette circonscription ? Oui, si je les cite tous. Voilà, je cite les noms. Donc c'est Pierrick Courbon, Union de la gauche. Oui. Il a fait 40%. Et Marie Simon, RN, je ne sais pas si vous la connaissez, Marie Simon du Rassemblement National, qui a fait 31%, 31,97%. Bon, pourquoi vous ne savez pas pour qui vous allez voter, Roland ? Alors, juste dans un premier temps, je voulais juste revenir une petite seconde sur l'analyse de Franck Alizio. Bonjour, monsieur le député. Bonjour. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous pour la simple bonne raison, c'est que historiquement, politiquement, Saint-Étienne est plutôt ancré à gauche. Voilà. Pierrick Courbon est quand même une personnalité en vue à Saint-Étienne, il est élu au conseil départemental. Marie Simon pour le Rassemblement National, quand on va à Saint-Étienne, qu'on demande qui est Marie Simon, les gens ne la connaissent pas. Donc je pense que pour dimanche, à contre-cœur pour moi, avantage à la gauche, enfin au Front Populaire. Bon, ensuite, ce qui est certain, c'est que cette première circonscription de la Loire, elle était tenue donc par la majorité présidentielle, puisque Quentin Bataillon, c'est lui d'ailleurs qui était
je crois, le président de la commission d'enquête, j'en suis sûr même, qui nous avait écouté, qui avait écouté notamment CNews et qui avait fait un travail assez remarquable d'ailleurs durant cette commission parce qu'il avait appliqué une très grande neutralité et c'est vrai que là, il est quand même fortement battu, parce qu'il arrive en 3e position majorité présidentielle alors qu'il est député sortant. Il pâtit de l'image du président, hein, pour le coup. Bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Beaucoup de députés Renaissance, d'ailleurs, n'ont pas démérité, mais ils pâtissent d'une politique, d'une image du président, d'une dissolution que personne ne comprend. Voilà. Bon, une question peut-être à poser avant la publicité. Oui, une question pour Monsieur Franck Alizio. Moi, écoutez, j'entends depuis 15 jours qu'il faut faire barrage au Rassemblement national. Bon, on entend un peu toute cette logorée, tous ces éléments de langage. J'ai écouté vos intervenants précédents. Bon. Moi, Franck Alizio, en tant que citoyen, je vous considère tel que votre parti est et veut prétendre, c'est un parti de gouvernement. Je vous trouve plutôt léger sur votre programme économique. C'est vrai que moi qui ai 28 ans, en tant que jeune, moi j'ai des inquiétudes sur l'économie de la France. Je vous trouve un peu léger. Alors on entend ici ou là des baisses de TVA, mais bon, on va pas rentrer dans le sujet, mais on sait très bien que les baisses de TVA, si on baisse la TVA, les grandes entreprises vont la répercuter. Donc au final, je suis pas bien sûr que le consommateur puisse bien s'y retrouver. Et aussi, sur cette histoire, pour moi qui est grave, qu'on va appeler un peu l'affaire des brebis galeuses, et je veux pas mettre toute la responsabilité du Rassemblement national, mais quand on a une candidate qui a une casquette de la Waffen-SS, moi j'aurais aimé que Jordan Bardella soit condamne avec un peu plus de véhémence. C'est la candidate. Alors, j'ai vu que le Rassemblement national a pris les sanctions. Quand on voit qu'au nouveau Front populaire, on peut être fiché 3 fois S et maintenir la candidature, ça pose pas de problème. Mais au moins, le Rassemblement national a fait ce qu'il avait à faire. Bon, vous trouvez que par rapport... Alors, ce qui est vrai, et c'est bien que cette question soit posée, il y a effectivement, et je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'il a appelé lui-même des brebis galeuses. Bon, c'est vrai qu'on s'étonne quand même qu'au moment où vous fassiez des castings, vous ne soyez pas plus vigilant sur ces castings. Parce que ça veut dire quoi ? Ne me dites pas que vous avez travaillé en 15 jours. Parce qu'un parti, ça doit travailler. Vous devez les avoir sous la main, si j'ose dire. Non, pas les 577, vous le savez bien. Pourquoi ? Non. Et on était les plus avancés. On avait eu le fameux plan Matignon qui nous avançait. Bon, on ne peut pas avoir dans 577 circonscriptions les candidats là tout de suite. Donc on a dû en effet boucler en quelques heures. Et on n'a pas pu faire d'enquête sur chacun. Vous imaginez bien que si on avait eu connaissance de la photo, on l'aurait évidemment Monsieur pas Alizio, investi. Je suis D'ailleurs, étonné qu'un parti comme le vôtre, qui est le premier parti de France, n'ait pas, depuis des années dans les 577 circonscriptions françaises, quelqu'un que le président du Rassemblement national c'est la vie. Il y a des gens qui se retirent, il y a des gens qui changent de vie, il y a des candidats qui ne restent pas. Non, par définition, on a eu à faire, je le maintiens, en quelques heures, ce que normalement on a quelques semaines pour faire, c'est-à-dire des commissions nationales d'investiture qui vont à chaque fois faire des petites enquêtes sur chaque candidat. Si on l'avait su, d'ailleurs, c'est exactement ce qu'a fait Jordan, parce que quand on dit qu'il n'a pas condamné, évidemment qu'il a condamné très, très, très clairement. Il a condamné, elle a été immédiatement désinvestie. Donc non, on fait le travail. C'est des erreurs de casting. C'est pas nous, voilà, mais évidemment. Et c'est pas nous qui avons, par exemple, le leader de la Jeune Garde qui lui est le leader d'un mouvement qui a agressé. Et c'est Monsieur Arnaud, j'en ai parlé tout à l'heure, effectivement, à Léon Desfondelles. Pour le coup, et ça c'est complètement assumé chez eux. Merci. Merci, il est 12h28. Là aussi, on est limité avec le temps de parole. Vous êtes évidemment un fan de Marseille, j'imagine, de l'Olympique de Marseille. Évidemment. Bon, et là, vous êtes inquiet, ça se passe bien, il y a moins d'argent dans les caisses. Qui entraîne l'Olympique de Marseille à la rentrée ? Ah, là, je ne sais pas, je pourrais pas vous dire. J'ai pas encore, je peux ni pour les résultats de dimanche, ni pour le prochain sélectionneur. Bon, en tout cas, le prochain entraîneur. Évidemment, le Vélodrome, j'y suis allé tellement souvent et c'est vrai que c'est un stade unique. Exactement. Comme Marseille est avec une ambiance unique. Vous êtes originaire de Marseille ? Ouais, je suis né à Marseille, j'ai grandi à Marseille, je vis à Marseille. Bon. Pas faire plus. Non, comme vous dites, on peut pas. Et vous avez joué au foot un peu ? Vous étiez fan de foot ? Quand j'étais jeune, on peut pas ne pas jouer au foot. Alors je suis pas plus le footeux de la bande, mais évidemment, en cours de récré à Marseille, vous pouvez pas ne pas jouer au foot. Exactement. Oui, j'ai le nom du nouvel entraîneur de Marseille, Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi, voilà. Bien sûr, qui a signé il y a quelques jours. Oui.
Merci beaucoup, monsieur Alizio, élu député Rassemblement National des Bouches-du-Rhône. Il est 12h29, on va recevoir le président de la SPA dans une seconde.